Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, rapidement, pour dessiner un petit peu la trajectoire du rôle politique de cette église. Elle a été, donc c'est une église d'abord autocéphale, qui est reconnue en tant que telle, donc n'a pas de lien direct hiérarchique avec l'Église orthodoxe russe, contrairement notamment à l'Église ukrainienne, qui a pendant des années été soumise à l'Église orthodoxe russe. L'Église orthodoxe géorgienne est une Église indépendante. Mais ça n'empêche pas que ces liens sont assez forts avec l'Église orthodoxe russe. D'une certaine façon, ces liens sont même plus forts que l'Église orthodoxe, que des liens de l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, désormais reconnue comme étant autocéphale. Donc cette Église, à la fin de la période communiste, a d'abord accompagné le mouvement pro-indépendance, mais très rapidement a pris ses distances vis-à-vis des forces politiques nationalistes ou libérales. Souvent en Géorgie, il y a au moins une partie des courants nationalistes qui sont aussi libéraux, c'est-à-dire et démocratiques, ça va souvent ensemble, ou pro-occidentaux en tout cas. Ce sont des forces qui veulent rompre avec la Russie ou avec le passé soviétique. Et curieusement, cette église orthodoxe géorgienne est apparue comme étant une institution beaucoup plus attachée à l'ancien cadre, donc le cadre soviétique, et attachée aussi à ses relations avec la Russie. Donc, au début, dans les années 80, forcément, ils soutiennent le mouvement indépendantiste. C'était les indépendantistes eux-mêmes qui faisaient appel à l'Église pour renforcer leur mouvement, parce qu'il n'y avait pas tellement de cadre idéologique en dehors du communisme. Mais une fois l'indépendance acquise, cette Église prend des distances et se rapproche et devient une espèce un endroit où se réfugient beaucoup d'anciens communistes, des fonctionnaires, des apparatchiks communistes qui se mettent à se baptiser, à s'afficher avec l'Église. Et j'avais écrit quelque part que même que la phase ultime du communisme, c'était l'orthodoxie, ce qui concernait la Géorgie, en paraphrasant la définition de Lénine au sujet de l'impérialisme. Cette église, donc, a des relations très compliquées avec le premier président démocratiquement élu, qui est un nationaliste, Zviad Gamsakhourdia. Et après le coup d'État contre ce président, arrivent au pouvoir les anciens communistes, et par contre, avec ces anciens communistes, cette église a des relations excellentes. Pendant 10 ans, c'est le gouvernement Shevardnadze, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste géorgien et ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Quand il revient au pays, ses relations sont excellentes avec l'Église et notamment avec le patriarche qui est toujours là, c'est le même patriarche depuis 1978, Élie II. Et Élie II, c'est quelqu'un qui a, dans une des interviews, Shevardnadze avait même à moitié en plaisantant, mais cette plaisanterie avait tout à fait son importance puisqu'il a dit que à l'époque communiste, c'était nous, le parti, qui décidions non seulement qui allait être le premier secrétaire de telle ou telle région, mais aussi qui allait être le patriarche du pays. Donc il a souligné le fait que dans la hiérarchie soviétique ou dans le système soviétique, le patriarche avait été approuvé, au moins approuvé par le parti. Il y avait aussi l'approbation du KGB qui était également obligatoire. Donc les partis nationalistes ou libéraux pro-occidentaux se méfient beaucoup de cette église qui n'a pas été réformée clairement et qui a été très fortement influencée par les services secrets de l'époque soviétique et qui a gardé une certaine nostalgie, non pas pour l'idéologie marxiste-léniniste, parce qu'évidemment cette idéologie est athée et s'oppose par définition à l'Église, mais par des liens structurels, personnels que ces gens-là avaient avec le régime, avec les représentants du régime communiste. Alors, lorsqu'en 2003 a lieu la Révolution des Roses, c'est-à-dire Saakashvili prend le pouvoir, les relations avec l'Église se tendent à nouveau. Parce que arrive au pouvoir une force très libérale, voire ultralibérale sur le plan économique, mais libérale au sens
anglo-saxon du terme, au niveau aussi social et culturel. Le nouveau gouvernement fait une réforme radicale de l'éducation, engage toute une lutte culturelle au sein de la société contre tout ce qui rappelle l'Union soviétique, la Russie, etc. Et donc l'Église se rapproche encore une fois des anciens communistes ou des anciennes élites et fait une espèce de résistance sourde au début, pendant quelques années. Elle est assez mécontente du fait que certains prêtres ultra-radicaux, notamment qui organisaient des pogroms des minorités, des églises minoritaires ou des sectes telles que les témoins de Jéhovah, notamment qui étaient les premières victimes des attaques physiques organisées par l'Église orthodoxe ou les communautés LGBT. L'État se met à leur défense, en tout cas au tout début, donc les premières années du gouvernement Saakashvili, et les relations se tendent avec l'Église. En 2008, lorsqu'il y a la guerre entre la Russie et la Géorgie, l'Église orthodoxe, et notamment l'un des journaux qui est publié par le patriarcat, écrit un éditorial en septembre 2008 où ils disent que la guerre de 2008, donc l'invasion russe en Géorgie, c'est la punition divine contre la Géorgie et contre son régime qui a voulu se rapprocher de l'Occident et donc à déclarer la guerre aux traditions géorgiennes, etc. Et donc Dieu nous envoie un signal et Dieu nous punit par les mains d'un État orthodoxe. Il nous envoie le châtiment orthodoxe en quelque sorte, et il disait que les bombes, cet article est terrifiant parce que tous les roquettes et les bombes qui tombaient sur le sol géorgien et les checkpoints de l'armée russe étaient autant de foudre de Dieu contre cette politique erronée de la Géorgie qui voulait se rapprocher de l'OTAN, notamment devenir membre de l'OTAN, se rapprocher de la Géorgie. À la fin, tout à fait à la fin du gouvernement Saakashvili, l'Église, son gouvernement était fortement contesté par une vague conservatrice, par une vague aussi donc nostalgique de l'ancien régime, et le gouvernement a fait plusieurs concessions à l'Église, notamment sur le plan financier et économique. L'Église est devenue extrêmement riche, le gouvernement était obligé de leur accorder un certain nombre de cadeaux, des terrains, des hôtels, des bâtiments, parfois des bâtiments historiques, mais en essayant un petit peu de garder, d'acheter leur loyauté ou leur neutralité. Ça n'a pas marché, parce que l'Église, tout en devenant extrêmement riche, corrompue, etc., peut-être on aura l'occasion d'en discuter plus tard, l'Église, sur le plan idéologique, est restée très hostile, et aux élections de 2012, a soutenu l'opposition qui était dirigée par un milliardaire géorgien qui était devenu milliardaire en Russie, donc avec des liens très forts avec la Russie, qui a utilisé ce potentiel de l'Église et cet arsenal verbal, politique, conservateur, disant que ce gouvernement ultralibéral détruisait les traditions géorgiennes, les valeurs géorgiennes, les valeurs orthodoxes, etc. Donc, l'Église a fait campagne assez ouvertement en 2012 pour l'opposition, et une fois l'opposition arrivée au pouvoir, l'Église a fait valoir, donc a voulu obtenir encore plus de concessions et encore plus de cadeaux, entre guillemets, de la part des nouveaux maîtres du pays. L'Église en Géorgie ne joue pas directement un rôle politique. C'est-à-dire, ils ne veulent pas créer un parti politique pro-orthodoxe, ou quelque chose comme ça. Il y avait un petit parti chrétien-démocrate qui lui-même essayait de se présenter comme étant un peu la voix de l'Église, mais l'Église ne les a pas soutenus. Ce parti n'existe quasiment plus maintenant, mais par contre, ils choisissent bien, en général, ils soutiennent plutôt des forces politiques importantes ou ceux qui sont au gouvernement, et en échange du soutien, ils obtiennent en général ce qu'ils veulent, c'est de l'influence et la richesse.
C'est deux choses. Jamais ils ont créé leur propre parti politique. Et donc, une fois le rêve géorgien, donc cette coalition de l'opposition arrivée au pouvoir, l'Église leur a présenté la note, et donc ils ont eu pas mal de concessions de la part du gouvernement, des nouvelles terres, mais aussi sur le plan idéologique, des concessions telles que, par exemple, les marches pro-LGBT, ou en tout cas ce type de manifestation à la défense des minorités sexuelles qui sont condamnées par l'Église orthodoxe géorgienne et leur sécurité n'était plus garantie par l'État. Donc quasi immédiatement, en 2013, on a vu une petite manifestation pro-LGBT pour la défense des droits des minorités sexuelles qui a été attaquée par une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, des radicaux orthodoxes menés par l'Église, où l'État a complètement démissionné de son rôle de garantie de sécurité pour les manifestants. L'État a même laissé faire, et en mai 2013, l'Église a organisé un pogrom à ciel ouvert dans les rues de Tbilissi en pourchassant dans les rues non seulement les représentants, les activistes LGBT, mais aussi toutes les personnes qui manifestaient leur soutien à ces groupes. L'Église a également décidé, à partir de 2013, que les lois qui avaient été votées par le précédent gouvernement, notamment en donnant des statuts officiels à d'autres confessions, c'était une erreur, donc notamment à l'Église arménienne, qui représente entre 6 et 7% de la population géorgienne, voire l'islam. C'est-à-dire l'Église a plusieurs fois appelé à détruire un certain nombre de mosquées ou de minarets qu'ils estiment comme étant une provocation dans un pays orthodoxe. Et encore une fois, le gouvernement a eu une attitude pas du tout une attitude d'un gouvernement démocratique qui défend le pluralisme sur le plan religieux. Ils les ont laissés faire. C'était une espèce de gage que l'Église orthodoxe a obtenu de la part du gouvernement. Il y a eu un certain nombre de lois également en ce qui concerne les fériés, par exemple. L'Église a obtenu à ce qu'il y ait des nouveaux des jours fériés dans le calendrier géorgien, et il y a eu même une loi organique qui a été votée. Alors accrochez-vous bien, la Géorgie a été déclarée par le Parlement géorgien, par la majorité, comme étant le pays relevant de l'autorité ou de la protection de la Vierge Marie. Donc l'Église affirme ça depuis très longtemps, mais que ça soit inscrit dans la loi, c'est pour la première fois. Il y a eu beaucoup d'autres exemples qui prouvent que l'importance politique de l'Église augmente. Et plus le gouvernement devient faible aussi, depuis quelque temps, ce gouvernement a du mal à gagner les élections, peine à gagner les élections, l'Église devient de plus en plus gourmande et elle monnaie le soutien à chaque élection ou pendant la période préélectorale du gouvernement en demandant des nouvelles concessions. Le gouvernement n'intervient pas lorsque l'Église visiblement outrepasse la loi. Il y a eu des scandales de certaines pensions d'orphelinat où les enfants étaient séquestrés, maltraités par les représentants du clergé. Le gouvernement n'a fait aucune enquête digne de ce nom, n'est pas intervenu. Il y a eu des cas de violence également au sein de l'Église, l'utilisation d'armes à feu par certains prêtres contre d'autres personnes qui leur déplaisaient, pas d'enquête. Donc on a l'impression qu'ils vivent au-dessus de la loi, et plus aussi le gouvernement peine à obtenir le soutien populaire, plus ils sont déférents vis-à-vis de cette Église et demandeurs de leur soutien. J'ai parlé de l'influence de l'Église. 95%
95% des Géorgiens se déclarent croyants, et donc parmi ces 95%, vous avez 80% qui se disent appartenir à l'Église orthodoxe. Mais pour autant, il est difficile de parler d'une révolution conservatrice parce qu'il me semble que surtout les 2-3 dernières années, il y a eu tellement de scandales, beaucoup de scandales au sein de l'Église, et il y a eu une espèce de... l'aura de cette Église s'est ternie. J'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus en forme sur le plan de l'influence de la société juste après la victoire de l'opposition en 2012, donc je peux dire jusqu'à 2015-2016. Mais ensuite, cette Église a été dénoncée parce qu'il y a quand même une survivance de la pluralité des médias. Des journalistes font leur travail, et il y a eu beaucoup d'enquêtes extrêmement... retentissant sur les cas de corruption, sur le cas de criminalité, tout simplement, des liens entre le crime organisé et l'Église, et aussi des comportements tout à fait contraires de ce que l'Église prenait comme étant la norme, notamment les cas d'homosexualité très répandus au sein de l'Église, et comment l'Église essaye d'étouffer ces scandales, comment ça va jusqu'à l'empoisonnement de certaines personnes qui étaient prêtes à parler de ces sujets. Donc l'aura de l'Église n'est plus la même qu'avant. Toutefois, on n'est pas au même niveau que l'Irlande, où on a vu en 10 ou 15 ans vraiment s'effondrer la popularité du catholicisme. Il s'agit d'une tendance lente, mais qui est sûre. C'est-à-dire de plus en plus de personnes osent désormais critiquer directement l'Église, et même affirmer qu'ils n'appartiennent plus à l'Église orthodoxe géorgienne. Donc c'est un processus qui est en marche. Ça prendra du temps, mais ça va irrémédiablement dans cette direction, même si le gouvernement s'accroche à la popularité de l'Église et essaye de faire passer un certain nombre de choses. Notamment, le gouvernement a acheté un terrain en Jordanie au bord de non, elle a obtenu gratuitement un terrain sur les rives du Jourdain, du côté jordanien, et le gouvernement a essayé de vendre ça comme une victoire de la politique géorgienne, et ça s'était passé au moment où la Géorgie se vu refuser par l'Union européenne le statut de candidat à l'adhésion. Donc le gouvernement fera tout pour à la fois se raccrocher à l'autorité de l'Église, mais aussi de prolonger cette force idéologique de l'Église. Les deux institutions sont en crise, plus ils se soutiennent. Étant donné que cette Église reste quand même assez fortement liée à la Russie, reste liée à la Russie parce que les prêtres, en tout cas la haute autorité, a été formée à l'époque soviétique. Le patriarche actuel a été formé en Russie, notamment à Sergiyev Posad, qui est le lieu où on formait à l'époque soviétique aussi des prêtres orthodoxes. La société géorgienne est très largement pro-ukrainienne, soutient l'Ukraine en envoyant des volontaires sur le front, de l'argent, etc. L'Église reste beaucoup plus silencieuse et elle n'a pas notamment reconnu l'autocéphalie de l'Église ukrainienne après la reconnaissance de cette autocéphalie par le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos. Donc l'Église ukrainienne a envoyé le Tomos. Donc le Tomos, c'est donc une espèce de décret qui donne l'autonomie à l'Église orthodoxe ukrainienne, et l'Église géorgienne n'a pas répondu, et contrairement à l'Église orthodoxe grecque ou chypriote ou patriarcat d'Alexandrie en Égypte, ils ont traîné, ils n'ont pas répondu. Donc, de facto, ils n'ont pas reconnu comme l'Église ukrainienne comme étant l'Église autocéphale, donc indépendante vis-à-vis du patriarcat de Moscou. Donc c'est une position assez claire
militaire, même s'ils n'insistent pas beaucoup, ils ne s'alignent pas, enfin ils ne soutiennent pas dans leurs prières l'armée russe, etc. Ils ne vont pas jusque-là parce qu'ils savent que quand même l'extrême majorité des Géorgiens est plutôt pro-ukrainien. L'Ukraine et la Géorgie connaissent les mêmes problèmes vis-à-vis de leurs voisins russes, l'occupation des territoires, l'invasion, etc. Et même, historiquement, l'Église orthodoxe géorgienne a beaucoup souffert de l'hégémonie, des tendances hégémonistes de l'Église orthodoxe russe. Au XIXe siècle, l'autocéphalie géorgienne de l'Église géorgienne a été abolie par l'Église orthodoxe russe. Et une deuxième fois, ça a été réaboli avec l'invasion bolchevique dans les années 20. Donc deux fois, l'Église orthodoxe géorgienne, qui est beaucoup plus ancienne que l'Église orthodoxe russe, a eu son autonomie abolie par l'Église orthodoxe russe. Je ne parle même pas des églises qui ont été appropriées, les séparatistes en Ossétie et en Abkhazie qui ont été soutenus par la Russie, etc. Donc cette attitude diffère de l'attitude globale de la société et s'explique par des liens forts institutionnels entre l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe géorgienne. Dernier mot là-dessus, l'actuel patriarche qui est donc très vieux, il a bientôt 90 ans, on pense à sa succession, et le probable ou possible, en tout cas possible successeur, en tout cas qui est désigné par l'institution comme étant le probable successeur, est quelqu'un qui avait été pendant 20 ans prêtre, l'archiprêtre de l'église orthodoxe géorgienne de Moscou. Donc on peut penser que pendant ces 20 années de service dans cette église, ses liens avec les institutions russes au sens large, toutes les institutions sont déjà assez forts. Si on parle de l'Église orthodoxe géorgienne en tant qu'institution et des tendances qui existent au sein d'elle, il y a des tendances, il y a des courants, mais globalement l'institution reste très unie et très centralisée. Donc il y a une synode qui a de plus en plus de membres d'ailleurs. Aujourd'hui on est à 45 membres de cette synode. On élargit, on crée des nouvelles éparchies, etc. parce que c'est autant de sources de revenus. Souvent ça s'explique par ça, mais aussi par la volonté de l'actuelle frange très conservatrice qui est au pouvoir d'avoir des nouveaux membres pour toujours garder la majorité. Il y a des écarts qui sont très sévèrement punis. En général, s'il s'agit au sein de la synode, les membres récalcitrants sont exclus. C'est arrivé à un évêque d'une région de la Géorgie occidentale qui a dénoncé un certain nombre de choses au sein de l'Église et même à un moment donné a insinué que le patriarche lui-même aurait des tendances homosexuelles. Donc lui, il a été exclu, condamné, passé à l'anathème. Il y a plusieurs autres prêtres connus qui ont pris des positions publiques dénonçant les scandales au sein de l'Église ou critiquant ouvertement la position russophile de l'Église qui ont été exclus. Il y a quelques autres personnalités qui arrivent à faire entendre une voix dissidente, mais il ne défie pas suffisamment pour être exclu. Il y a eu une révolte récemment au sein du séminaire, c'est-à-dire il y a le séminaire qui prépare les futurs prêtres, notamment à Tbilissi, où les étudiants, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, qui ont dénoncé à la fois les méthodes très anciennes, très réactionnaires, très en arrière par rapport au temps actuel de l'Église orthodoxe, et ces étudiants, les futurs prêtres, ont été également très sévèrement critiqués. Beaucoup ont été exclus du séminaire et n'ont pas eu la possibilité de devenir prêtre. Donc il n'y a pas une église parallèle en Géorgie, ça paraît assez difficile. Il y a eu plusieurs tentatives. À un moment donné, on soupçonnait même l'ancien gouvernement de vouloir créer un schisme au sein de l'Église, de créer une Église orthodoxe, moderne, pro-occidentale, etc. Mais cette institution est tellement ancienne et qui date quand même du IVe siècle. C'est-à-dire l'Église orthodoxe géorgienne et le statut de la religion d'État de l'Église orthodoxe géorgienne date du IVe siècle. Avec l'Arménie, la Géorgie fait partie de ces deux premiers pays qui ont déclaré le christianisme
monothéisme comme religion officielle, comme religion d'État. Aujourd'hui, la Constitution en tout cas officiellement, fait de la Géorgie un État laïque, mais cette laïcité est de moins en moins respectée. On a vu notamment pendant la crise de la Covid-19, où les ministres, y compris les ministres de la Santé, suivaient la position de l'Église en disant que, par exemple, le virus ne se transmettait pas pendant la messe, par le vin de messe ou par les hosties, par exemple, ou par cette tradition orthodoxe qui est d'embrasser les icônes. Il disait qu'il n'y avait aucune étude scientifique qui prouvait que d'embrasser la même icône faisait transmettre le virus. Donc c'était une position totalement submissive donc des autorités publiques qui avaient par ailleurs adopté des mesures drastiques. Notamment, on ne pouvait pas s'asseoir à plusieurs dans la même voiture, y compris si on faisait partie de la même famille, alors que tout était permis dans les églises. Les mêmes exceptions n'ont pas été données aux musulmans, par exemple, où les mosquées étaient fermées pendant la pandémie, tandis que les églises étaient ouvertes et le gouvernement n'a pas osé défier l'Église. Oui, alors par rapport à l'unité, il y a aussi les autres églises orthodoxes dans le monde. Actuellement, il y a deux pôles plus important, c'est le pôle de Constantinople, donc le patriarche Bartholomée, et le pôle russe. Un certain nombre d'églises, surtout grécophones, s'alignent sur les positions de Bartholomée, que la Russie considère comme étant l'agent de l'Occident, l'agent des États-Unis, de l'OTAN. Donc des liens sont rompus entre l'Église orthodoxe russe et l'Église de Constantinople. Et la Géorgie, malheureusement, s'aligne plutôt sur la position russe, avec l'Église orthodoxe serbe notamment, à la fois sur la question ukrainienne, qui est une question très importante, mais aussi sur le calendrier. Par exemple, doit-on fêter Noël le 25 décembre ou 7 janvier? Il y a un certain nombre d'églises orthodoxes qui fêtent Noël le 25 décembre, et tous les gens en Géorgie qui sont politiquement libéraux, pro-occidentaux, etc., veulent et fêtent Noël le 25 décembre, alors que l'Église continue strictement de célébrer Noël le 7 janvier, comme la Russie, et montre également son alignement sur la Russie.